une petite précision bibliographique, puisque nous sommes ici dans une librairie. Dans la notice qui a été diffusée me concernant, j'ai l'honneur d'avoir 2 livres cités, mais c'est le même livre en réalité, sous 2 titres différents. Donc la première édition, Naissance d'une république islamique, à la Martinière. Cette première édition ayant été épuisée, la Martinière ayant cessé de vouloir diffuser ce titre, c'est Flammarion qui a repris sous un autre titre. C'est une source de confusion, je veux bien. De toute façon, le premier est épuisé complètement, donc vous ne risquez pas de le trouver ici. Alors, je suis ici pour vous parler de l'islamisme, la montée de l'islamisme en Iran, le khomeïnisme. Comment ça s'est passé? Il se trouve que j'étais en Iran pendant la Révolution, et donc je me suis intéressé à cette ébullition, ce mouvement révolutionnaire aux premières loges, alors qu'au départ j'étais formé pour m'intéresser à la philosophie islamique et à la littérature classique persane. Donc j'ai légèrement changé mon cursus, et bien m'en a pris, parce que de fait il y avait une demande sociale pour des explications sur ce qu'était l'idéologie de la République islamique, qui était Khomeini, qui étaient ces mollahs, etc. Qu'est-ce que le chiisme politique? Avant la Révolution, nous en France, on connaissait relativement bien le chiisme par rapport aux autres nations et aux autres universitaires, parce qu'il y avait un grand spécialiste du chiisme français qui est mort juste au moment où Khomeini arrivait à Paris. C'était Henri Corbin. Et Henri Corbin, lui, ne connaissait du chiisme que les doctrines métaphysiques, mystiques, et tout à fait apolitiques, qui existent aussi et qui existent encore en Iran. Et ça, c'est un des mystères qui font la force du chiisme en réalité. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, surtout que vous avez des interventions cet après-midi qui vont compléter la mienne, je vais essayer de m'interroger avec vous. Je n'ai pas la solution, je vous le dis tout de suite, hein, mais je vais déjà donner quelques pistes pour réfléchir, savoir pourquoi cette révolution a réussi en Iran, bien avant le printemps arabe, alors que tous les mouvements divers qui ont eu lieu plus tard, et notamment dans les années 2011 et suivantes, dans le monde arabe, ont donné des résultats, sauf peut-être en Tunisie, et encore, on ne sait pas comment ça peut évoluer, des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Voilà. Donc comment ça se fait qu'en Iran, ça réussisse, et il y a un État qui est fort, qui va même exporter ses forces militaires vers le Proche-Orient, vers la Syrie, et peut-être le Yémen aussi. Alors, pour bien comprendre, moi, en fait, quand je me suis intéressé à la révolution islamique dans laquelle j'étais un peu pris, dans laquelle j'ai manifesté, etc., j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Et d'où ça vient, ça veut dire un regard historique, mettre dans le contexte. Le chiisme en Iran, contrairement à une idée répandue même chez des Iraniens, n'est pas très ancien. Il vient du début du XVIe siècle. En 1501, la dynastie safavide a pris le pouvoir, d'abord à Tabriz et puis ensuite sur tout le plateau iranien, et a obligé les Iraniens à se convertir au chiisme. Il y avait des poches de population chiite en Iran avant, il y avait une certaine connivence avec une culture persane et certains fondamentaux de la théologie chiite. Il y a de grands écrivains, même par exemple Ferdowsi, le grand poète épique du XIe siècle, il était chiite. Mais globalement, les Iraniens étaient sunnites, gouvernés par des sunnites, et pour la première fois en 1501, c'est les chiites qui prennent le pouvoir. Ce qui pose un problème, parce que dans le chiisme, il n'y a pas d'autre souverain légitime que l'imam qui est absent. Le 12e imam est en occultation. Ça donne une grande force en réalité à la doctrine chiite, parce qu'on peut contester tout ce que fait le souverain en titre au nom de l'imam absent. C'est-à-dire que les religieux qui estiment avoir le droit d'interpréter la volonté de l'imam,
par des artifices théologiques que je passe ici parce que ce n'est pas notre sujet, les religieux se disent les véritables détenteurs de la légitimité qu'ils confèrent au souverain quand il est le protecteur de l'islam, et le protecteur surtout de l'islam chiite. Et donc il y a une espèce d'échange de légitimité entre le souverain et les religieux. Cette situation allait à peu près bien sous les Safavides, qui eux-mêmes prétendaient descendre des imams. C'est une prétention dont les historiens ont prouvé qu'elle n'était absolument pas fondée, mais peu importe. Alors que quand on arrive à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, il y a une nouvelle dynastie qui prend le pouvoir en Iran, après l'effondrement des Safavides et des tas d'épisodes qui ne nous intéressent pas pour l'instant. C'est la dynastie des Qadjars. Les Qadjars étaient des chiites, mais ils ne prétendaient pas avoir une légitimité de descendance des imams ou autres. Et en réalité, ils étaient simplement les protecteurs des ulémas, les protecteurs du chiisme. Et il y a eu des conflits de légitimité tout le temps, pendant toute la durée de la dynastie Qadjar, avec un épisode assez dramatique pour l'Iran, qui s'est passé au milieu du 19e. C'est la naissance d'une nouvelle religion, de gens qui avaient quitté l'islam pour fonder une nouvelle religion qu'on appelait le babisme, et qui ensuite, un avatar du babisme est devenu le bahaïsme, qui est encore présent en Iran et qui est un peu partout dans le monde depuis. C'est une religion un peu syncrétiste. Mais en tout cas, le babisme, qui était une sorte de contestation de la légitimité du Coran comme étant le dernier texte révélé, le babisme a été durement réprimé parce que aussi il voulait s'attaquer au pouvoir royal. Donc le Bab a été exécuté en 1852 et le clergé chiite s'est solidarisé avec le pouvoir royal. Donc il y a la deuxième partie du XIXe siècle, c'est une collusion d'intérêts entre le clergé chiite, qui était très content qu'on réprime durement cette nouvelle religion, et le pouvoir royal. Et puis, à nouveau, à la fin du XIXe, eh bien, il y a eu une dissension très profonde. D'abord parce que le pouvoir royal voulait moderniser, les Qadjars voulaient moderniser le pays, et ils ont vendu des concessions et des monopoles à des sociétés étrangères qui ont entraîné une sorte de rejet violent et populaire dans la population en 1890. Je vais y revenir dans un instant. Et puis deuxième chose, qui est d'ailleurs liée à la première, c'est qu'il y a un grand théologien iranien, mais qui ne se disait pas iranien pour des raisons purement opportunistes, qui se disait afghan, qui a vécu d'ailleurs en Afghanistan à un moment, mais qui a vécu en Inde, qui a vécu en Égypte, qui a vécu dans l'Empire ottoman, qui a vécu même à Paris et un peu à Londres. C'est Jamal Eddin Assadabadi, que les islamologues d'ordinaire appellent du nom qu'il s'était donné lui-même, Al-Afghani. Et Afghani était un grand réformateur, pan-islamiste, avant Rachid Rida, Abdou, etc., dont il était d'ailleurs l'ami. C'est lui qui a eu l'intuition que les peuples musulmans qui étaient dominés par des puissances coloniales devaient se réunir indépendamment des clivages chiites, sunnites, des clivages linguistiques arabes, turcs ou persans ou indiens. Ils devaient s'unir contre les puissances impériales européennes. Donc c'est vraiment la naissance d'une modernité de la résistance contre l'impérialisme. Et c'est un Iranien qui l'a fait, qui a notamment agi contre Nasser el-Din Shah quand il a fait un séjour à Téhéran. Et à la fin de son séjour, il y a eu cette révolte d'abord spontanée dans la population et ensuite que les ulémas ont reprise et appuyée contre le monopole du tabac concédé à un citoyen britannique, Talbot. Donc ce monopole, en 1890, a été violemment rejeté. Et finalement, ça a donné lieu à une mobilisation populaire, nationale, dont le mouvement ne s'est pas arrêté. 6 ans plus tard, en 1896, Nasser el-Din Shah a été assassiné, le 1er mai 1996, tout près de Téhéran, par un militant qui était très proche de Jamal el-Din Afghani ou Assadabadi, peu importe.
Et cet assassinat est le déclenchement d'un vaste mouvement qui va aboutir en 1906 à une révolution qu'on appelle ordinairement la révolution constitutionnelle, qui est un grand mouvement un peu avant ce qui s'est passé dans le monde ottoman après, à Istanbul. Les Iraniens se sont donné une constitution moderne où un parlement élu allait contrôler l'absolutisme royal. Et ce qui est intéressant, c'est que les ulémas ont eu une grande part dans la mobilisation des commerçants, des corporations, des paysans et surtout du petit peuple des villes en faveur de ces réformes. Donc dans la première phase de ces réformes, les ulémas sont présents, presque unanimes. Il y a une petite nuance, mais peu importe. Dès qu'ils vont s'apercevoir que les modernisateurs, les réformistes européanisés, occidentalisés, qui veulent vraiment une démocratie à l'européenne, etc., en réalité ne sont pas du tout musulmans et veulent même donner des droits égaux, horreur, aux juifs, aux chrétiens, aux zoroastriens, etc., et aux musulmans. On ne parle pas encore d'égalité homme-femme, mais disons, il y a déjà des choses qui sont dans l'air. Bon, les ulémas, et notamment l'un d'entre eux, qui a été plus courageux que les autres, plus réactionnaire mais aussi plus courageux, se sont mis en retrait, ont exigé que dans le supplément à la Constitution rédigé en 1907, on ajoute que les ulémas nomment 5 personnes qui vont contrôler l'islamité des lois décidées par le Parlement, etc. Donc il y a un contrôle clérical qui se met en place pour limiter l'effet disons, laïque, sécularisant de la Constitution de 1906. Et ce qui est intéressant ici, c'est que celui qui s'est mis en tête du combat pour rétablir le contrôle de l'islam ou la censure de l'islam sur les institutions, les nouvelles institutions, il va se solidariser avec un souverain réactionnaire qui prend le pouvoir, qui succède à son père en 1907 et qui ensuite renvoie le Parlement d'une manière violente en faisant bombarder par des Cosaques, etc. Et ce religieux, Fazlollah Nouri, va finalement, quand les révolutionnaires vont reprendre le pouvoir et chasser Mohammad Ali Shah, ce religieux va être exécuté sur la place publique de Téhéran. Or, c'était le plus grand théologien chiite de son temps. Ça, c'est une qualité qui lui est reconnue même par ses ennemis. Donc, vous voyez, le traumatisme, quelque chose d'incroyable. Un religieux en turban, respectable, qui va être exécuté, pendu sur la place publique, sous les applaudissements de la foule. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc ça, c'est un traumatisme pour le clergé qui va se mettre complètement en retrait maintenant des nouvelles institutions. Je dis ça parce que Khomeini était déjà né à cette époque. Il était tout jeune. Mais il a vécu dans sa jeunesse, dans une petite ville de province en Iran, à Khomein, pas très loin entre Ispahan et Hamadan, en gros. Il a vécu dans un climat où l'islam était devenu une valeur dévaluée, disons, dans la société politique. Et les ulémas ne participaient plus aux réformes. Et finalement, il y avait un ressentiment qui se faisait sentir. Deuxième volet de ce ressentiment, et là nous entrons déjà dans le jeu politique international, après la Première Guerre mondiale qui a été traumatisante pour les Iraniens, qui a été une horreur, enfin les armées russes, ottomanes, et même britanniques, et même un corps expéditionnaire français qui cachait son nom sous une forme d'ONG de l'époque, et les Allemands, etc. Tout le monde est intervenu sur le sol iranien, et il y a eu une immense misère. Quand une armée passe dans un territoire, elle réquisitionne les fourrages, le blé, tout ce qu'elle peut pour nourrir ses soldats, et donc il reste très peu de choses pour la population qui, en plus, quand c'était les Russes, les chrétiens prenaient le parti des Russes, et quand c'était les Ottomans, ils étaient pourchassés. Et quand les Russes revenaient après les Ottomans, tous ceux qui avaient collaboré avec les Ottomans étaient pourchassés à leur tour. On n'en finissait pas, disons, de décimer la population et d'entraîner une immense misère.
Ce que je veux dire, c'est que à la fin de cette guerre, l'Irak a été pris comme territoire semi-colonial, hein, protectorat ou tout comme, par les Britanniques. Et il y a eu une révolte de chiites en Irak. Et cette révolte de chiites a entraîné le clergé chiite d'Irak à une révolte ouverte contre les Britanniques, et ils se sont réfugiés à un moment sur le sol iranien, au début des années 1920. Donc c'est un phénomène important parce qu'à ce moment-là, un grand théologien iranien qui s'appelait Abdul Karim Hoeri, qui voulait fonder une école et fonder un cercle d'enseignement comme font les grands théologiens qui ont vocation à enseigner dans le monde chiite, au lieu d'aller à Nadjaf, en territoire ex-ottoman et devenu protectorat britannique, eh bien, il est resté en Iran. Et ça, c'est un fait très important. C'est-à-dire qu'en Iran même, dans la petite ville de Qom, à environ 120 km au sud de Téhéran, il n'y a pas de carte ici, mais vous avez tous la carte de l'Iran en tête, il y a donc un lieu de pèlerinage qui était un lieu d'enseignement pour les chiites depuis au moins l'époque safavide. Et ce lieu de pèlerinage va redevenir un lieu important d'enseignement pour les Iraniens, et pas seulement pour les Iraniens, parce que désormais, des chiites d'autres parties du monde indien, du monde arabe, du Proche-Orient, hein, du Liban, etc., vont converger vers l'Iran pour faire des études religieuses. Donc, au moment où l'Iran va devenir un peu comme la Turquie de Kemal Atatürk, un lieu de sécularisation, de laïcisation autoritaire et violente, à ce moment-là même, le clergé iranien se ressoude et parmi les jeunes étudiants de Cheikh Abdul Karim, je vous le donne en mille, on trouve Khomeini, Ruhollah Khomeini. Donc ça, c'est un phénomène très important. Il va faire ses études de théologie dans un climat de ressentiment contre le système politique qui est devenu très anti-religieux, anticlérical en tout cas. Et parmi le clergé de cette époque, il y a des mouvements de gens qui disent, bon, on n'a pas le choix, il faut accepter une dose de modernisation, il faut accepter que Reza Shah protège finalement la société chiite. Il n'est pas aussi violent qu'Atatürk en Turquie. On a gardé le système d'écriture arabe pour écrire notre langue, le persan. On continue d'enseigner l'arabe dans les écoles, même les écoles publiques, alors qu'en Turquie, il y a eu un mouvement pour que la prière elle-même soit dite en turc, etc. Donc, finalement, les réformes en Iran ne sont pas allées jusqu'à écraser le clergé. Et il y avait un autre point qui est très important, c'est que les ressources du clergé dans l'Empire ottoman et plus tard dans la Turquie kémaliste viennent de l'État. C'est-à-dire c'est par l'État que sont collectées les taxes qui vont alimenter... même les varfs sont contrôlés par l'État, etc. Donc tout le système d'enseignement, le système clérical, était un système étatisé. Alors qu'en Iran, les taxes religieuses sont versées directement au clergé. C'est un peu comme le denier du culte dans l'Église catholique en France, par rapport à ce qui se fait en Allemagne, où les Allemands donnent la Kirchensteuer aux différentes églises auxquelles ils adhèrent. Eh bien, le denier du culte donne à l'Église une autonomie, une indépendance, et le khom, c'est le zakat versé au clergé, leur permettait d'entretenir leurs écoles théologiques, d'entretenir des œuvres de bienfaisance et d'entretenir tout simplement les mollahs. Donc, il y a eu une certaine indépendance du clergé, indépendance d'abord économique, à l'intérieur de quelques bastions, comme la ville de Qom, où les femmes restaient voilées. Même après 1936, quand la loi de dévoilement a été faite, finalement, les femmes ont résisté. Il y a eu des heurts, hein, notamment avec Reza Shah. Une fois, il était venu avec une de ses femmes dans le mausolée de Qom, et elle s'était dévoilée, et un ayatollah est venu lui dire Madame, je vous prie de remettre votre voile. Et l'ayatollah s'est fait cravacher par Reza Shah, cravacher physiquement, devant tout le monde. Vous voyez, la violence était présente, et Khomeini a grandi dans cette ambiance.
En 1943, après la chute de Reza Shah, qui a été destitué par les Anglais, bon, les méchantes langues disent que c'est les Anglais qui l'avaient amené, c'est les Anglais qui l'ont repris, enfin peu importe, pour renforcer l'URSS dans la bataille de Stalingrad, on avait décidé que l'Iran serait le pont qui permettrait de ravitailler l'URSS. Donc les Soviétiques ont occupé le nord de l'Iran et les Britanniques le sud. Et c'était une époque de relative liberté, contrairement à la tyrannie que Reza Shah avait exercée. Donc les mollahs ont repris du service, les femmes ont repris leur voile dans la rue, et il y a eu un premier livre de Khomeini à cette époque qui dénonçait l'idéologie des gens qui, comme un écrivain très à la mode alors parmi les intellectuels, Ahmad Kasravi, qui préconisait une sorte de nouvelle religion laïque et citoyenne pour remplacer toutes les superstitions que l'islam, et notamment l'islam chiite, avait imposées aux Iraniens. Et donc, finalement, Kasravi a été assassiné par un groupe extrémiste, mais Khomeini, dans ce premier livre, Kashf al-Asrar, a dénoncé tous ceux qui, autour de Kasravi, et notamment un ancien mollah défroqué, avaient essayé, disons, de lutter contre le pouvoir du clergé, contre le retour de l'influence du clergé dans la société. Mais nous arrivons ici, excusez-moi de cette espèce de grand panorama très rapide de l'histoire de l'Iran, on arrive à une période très critique de la constitution de la nation iranienne dans une lutte anti-impérialiste, une des plus grandes luttes anti-impérialistes de l'après-guerre, après l'indépendance de l'Inde et avant la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Eh bien, c'est la nationalisation du pétrole en Iran en 1951. Je bois, c'est pas du pétrole, hélas. Ou C'était pas avant la nationalisation du canal, le mouvement de nationalisation? Oui, c'est en 1951. Et Mossadegh est devenu un grand héros national pour les Iraniens d'abord, mais aussi dans tout le monde musulman, en revenant d'une séance historique au Conseil de sécurité à New York. Il s'est arrêté, il a fait escale au Caire et il a été accueilli par une foule en délire. C'était vraiment un héros parce qu'il avait résisté à l'impérialisme britannique. Hélas, ce mouvement national a été renversé en 1953 par un coup d'État. Alors, faites très attention parce que ici, nous sommes vraiment dans des détails de l'histoire qui sont très significatifs et qui sont très controversés aujourd'hui. La CIA a participé au renversement de Mossadegh. Il n'y a aucun doute. Les Américains, d'ailleurs, l'ont reconnu. Mais un historien iranien récent, qui est d'ailleurs un ancien diplomate de l'époque du Shah, qui habite en Suisse, donc c'est pas un idéologue de la République islamique, et vous allez voir, c'est même pas du tout ça. Il a mis en doute le fait que la CIA revendiquait le patronage quasi exclusif de l'organisation de ce coup d'État. Parce qu'il a dit, en fait, il y a eu deux coups d'État, le 16 août et le 18 août 1953, et le premier coup d'État a échoué. C'est-à-dire que quand il a échoué, les communistes sont allés dans la rue pour manifester pour leur soutien à Mossadegh, pour renverser les statuts du Shah et proclamer que la République était proclamée, une République populaire, évidemment. On rendait les billets de banque avec un trou à la place de l'effigie du Shah, etc. Et puis, il y a eu une panique, parce qu'il y avait des communistes que les soviétiques, pendant leur occupation, avaient encouragé et organisé. Il y avait un grand parti communiste qui s'appelait le Parti Tudeh, mais ce n'était pas la majorité des Iraniens. Et il y avait aussi une population qui restait très attachée aux valeurs traditionnelles, qui avait peur, parce qu'ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé en URSS, toutes les répressions, notamment contre les religieux, mais aussi contre les commerçants, contre les propriétaires, etc. Donc tout le petit peuple de Téhéran a été mobilisé. Alors, la CIA dit, c'est nous qui les avons mobilisés, et cet historien iranien, Dariush Bayandor, dit, mais non,
après l'échec du coup d'État du 16 août, les Américains avaient demandé à leurs agents de se rapatrier au plus vite, même s'ils n'ont pas pu le faire pour des raisons matérielles, parce qu'il n'y avait pas de moyen de sortir de l'Iran, tout était bloqué par les manifestations, mais en réalité, ils n'ont rien fait pendant ces 2 jours. Et ceux qui ont mobilisé les gens, ce sont les mollahs. Ce serait, d'après Boyandor, mais lui-même, il ne peut pas en donner de preuves absolues, mais il y a un témoignage de l'ayatollah Montazeri, publié très tardivement, qui dit que l'ayatollah Boroujerdi, qui était dans un petit village autour de Qom, parce que c'était en été, il faisait très chaud, il prenait le frais. On est allé lui dire que les communistes manifestaient et renversaient les statues à Téhéran. Et lui, qui n'était jamais intervenu dans la politique, il aurait dit cette phrase historique, qu'on lui a prêtée en tout cas, et qui a mobilisé les foules. Il aurait dit « Mamlekat Shah Mikhohat », c'est-à-dire « le pays a besoin d'un souverain ». Et cette phrase aurait suffi à mobiliser les foules et à renverser Mossadegh. C'est très important, parce que si c'est uniquement les Américains, on pourrait comprendre qu'il y ait un mouvement puissant anti-américain dans l'opinion iranienne qui continue, même après la prise du pouvoir par le Shah, donc le retour du Shah, qui continue à sourdre dans la population. Mais si ce sont les mollahs, c'est beaucoup plus grave, parce que les mollahs, à ce moment-là, auraient été les véritables soutiens du Shah. D'ailleurs, le Shah, dans ses mémoires, disait un peu ça. Il disait « La population iranienne m'a plébiscité, c'est pour ça que je suis revenu ». Bon, il oublie qu'il est revenu dans un avion américain. Mais voilà, c'est ambigu, c'est ambigu. Et en tout cas, le fait que les Américains soient les maîtres désormais en Iran, il y a à nouveau, le pétrole va couler à flot, l'argent américain va arriver, les Américains vont imposer des réformes, ça va faire que les religieux vont se sentir en retrait à nouveau, de manière très violente. Et un des religieux les plus en vue à partir des années 60, quand Kennedy est au pouvoir à Washington, il impose aux Iraniens, au Shah, de faire des réformes sociales, et notamment une réforme agraire très importante, qui va complètement déstabiliser la société iranienne, qui va faire beaucoup de bien, dans un sens, parce qu'elle va mobiliser le capital dormant de tous les propriétaires fonciers iraniens en vue, c'était comme ça sur le papier, d'industrialiser l'Iran. En réalité, cet argent est allé dans la spéculation foncière dans les villes. Bon, c'est un des travers de la modernisation qui existe partout dans le monde. Et bon, il y a un fait très significatif, c'est que Khomeini, qui va prendre de plus en plus d'importance dans les milieux religieux, les milieux cléricaux à Rome, d'abord, il se révolte en juin 63, et c'est une révolte qui est très liée à un rituel chiite de deuil de l'imam Hossein. Il se révolte en disant le tyran qui tue l'imam, aujourd'hui c'est le Shah, etc. Donc Khomeini va prendre la tête d'un mouvement avec un discours très religieux contre le Shah. Et puis, il est emprisonné et finalement, on arrive à une sorte de compromis avec lui. Il accepte de ne plus intervenir. Mais en octobre 64, donc un peu plus d'un an plus tard, il est le seul en Iran à protester ouvertement contre une mesure qui est humiliante pour les Iraniens et qui rappelle aux Iraniens le douloureux souvenir des capitulations qui ont été imposées aux Iraniens après le traité de Turkmenchai pendant 100 ans, de 1828 à 1928. Donc le retour des capitulations, ça veut dire le retour des privilèges d'extraterritorialité juridique à des étrangers sur le sol iranien. Une chose qui avait existé dans l'Empire ottoman et qui avait existé en Iran, donc à partir de 1828. Eh bien, ces privilèges avaient été supprimés par Reza Shah, mais que fait le Parlement iranien en 1964 à la demande du Shah, à la demande des Américains? Il vote une loi disant que le personnel militaire américain, à l'époque il y en avait 15 000 en Iran, mais à la fin de la monarchie ils étaient arrivés à 50 000, que le personnel militaire américain échappait aux juridictions locales en Iran.
C'est-à-dire qu'on redonnait des privilèges de capitulation. C'est-à-dire que si un litige, pour n'importe quelle histoire, même un accident de la route, un litige concernait un militaire américain ou un conseiller militaire américain, ce serait jugé devant une juridiction consulaire américaine et non pas devant un tribunal iranien. Donc ça, c'est quelque chose d'inacceptable pour un nationaliste. Est-ce que les nationalistes mossadéristes ont protesté? Non. Ils n'ont pas osé. Il y avait tellement de répression. Le seul qui a osé, c'est Khomeini, qui a fait un grand sermon à Qom. Et il a été immédiatement envoyé en exil, d'abord en Turquie, et de là, il a rejoint l'Irak. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que d'abord, c'est un religieux qui a pris cette défense, finalement, de la nation iranienne contre une agression symbolique, ou enfin plus que symbolique, de l'impérialisme occidental. Et puis, une fois à l'étranger, sur un territoire en hostilité larvée contre l'Iran, surtout depuis la prise de pouvoir par le Baas à Bagdad, Khomeini avait une liberté de parole qu'il n'avait absolument pas, qu'aucun mollah, aucun religieux n'aurait eu la possibilité d'avoir en Iran. C'est-à-dire qu'on retrouvait une situation qui existait avant 1920, quand les religieux iraniens allaient faire leurs études à Najaf, ou à Karbala, ou à Samarra, et de là, dans des écoles théologiques sur un territoire étranger, finalement, ils avaient une liberté de parole sur la politique iranienne qui était immense. Un peu, c'est une sorte de Vatican. Et Khomeini, à Najaf, a eu une liberté de parole qui était un peu étouffée parce que, évidemment, la radio, même la radio des bassistes irakiens qui retransmettaient quelquefois ces discours, était très mal écoutée en Iran, c'était pas de très bonne qualité, etc. Mais il y a des opposants iraniens qui, depuis l'Europe ou les États-Unis, ou depuis, quand ils allaient en pèlerinage à la Mecque, par exemple, ils faisaient un crochet par Najaf, ils allaient voir Khomeini à Najaf. Donc Khomeini était virtuellement le rempart de cette résistance au pouvoir du Shah et donc à l'influence américaine. Et à Najaf, Khomeini a radicalisé son discours, premièrement en condamnant radicalement le principe de la démocratie. Alors ça vient en contradiction avec son attitude pratique quand il a pris le pouvoir en 1979. Mais disons, son premier livre, Kitab al-Bey, qui est une sorte de traité théologique, en arabe d'ailleurs, sur les transactions, il y a tout un chapitre sur la relation, le contrat social et sur les principes de la démocratie. Et pour Khomeini, il n'y a aucun doute, la démocratie est quelque chose d'impie qui a été inventé par le diable et que les Occidentaux veulent nous imposer. Deuxième chose, au début des années 70, il donne une série de cours sur le gouvernement islamique à Najaf qui vont être transformés en livres en persan. D'abord publié à Najaf et puis ensuite qui va être introduit de manière clandestine en Iran et qu'on pourra enfin lire en Iran pendant la Révolution. Et ce livre développe le principe du velayat efari, c'est-à-dire l'autorité du jurisconsulte religieux qui va être le principe clé de la constitution iranienne de 1979. Alors, à Najaf, Khomeini était tranquille. Oui, mais attendons. En 1975, le Shah et Saddam Hussein se rencontrent à Alger et signent un accord de non-agression. Un accord sur le dos des Kurdes, puisque les Kurdes, que M. Chaniolo connaît mieux que moi, les Kurdes vont être... que les Iraniens soutenaient. Les Iraniens et Israël avaient soutenu les mouvements kurdes contre Saddam Hussein. Et là, tout d'un coup, les Kurdes vont être sacrifiés. Donc, on va leur laisser la possibilité pour les dirigeants de se rapatrier en Iran et on va les exfiltrer vers l'étranger, si on peut. Mais une autre conséquence, c'est que Khomeini va être limité dans son expression. Et cette limitation... Au début, c'est insensible, mais quand le mouvement révolutionnaire va commencer à se déclencher à partir de 1978, cette limitation
va être très prenante, très pesante sur Khomeini. Alors pourquoi Khomeini est-il au cœur, disons, de la mobilisation révolutionnaire? D'abord, en 1976, à Washington, il y a une élection d'un président démocrate, Jimmy Carter, qui avait fait comme thème de sa campagne, un des thèmes de sa campagne, c'était le respect des droits de l'homme partout où s'exerce l'influence américaine. C'était très généreux. Et ça a été accueilli avec enthousiasme par tous les intellectuels iraniens qui ont commencé à publier des libelles, des lettres ouvertes. Et les procès à huis clos, notamment dans les cours militaires, n'étaient plus possibles. Désormais, des ONG comme la Croix-Rouge pouvaient visiter les prisons iraniennes. Et, disons, il y a eu une libéralisation de ce régime qui s'était durci dans les années 70 pour des raisons diverses, et notamment l'enrichissement du pétrole depuis la guerre de Ramadan en 1973. Donc, nous avons, à partir de l'élection de Carter, un vent de liberté qui souffle. Et pour lutter contre ce vent de liberté de manière un peu bizarre, Carter va, à un moment où il est en voyage officiel en Jordanie, il va changer le programme, et c'est en décembre 1977, il va dire « Je vais passer le Nouvel An à Téhéran, chez mon meilleur ami dans la région, le Shah ». Voilà le pavé de l'ours. Hein, si vous voulez faire du mal à un souverain qui est en fragilité avec son opinion, quand vous êtes la grande puissance dominante, vous allez dire « Mais c'est mon meilleur ami, hein, c'est lui, on va trinquer ». Et il y a une photo historique de Carter qui, à mon avis, ne buvait pas d'alcool, parce que c'est un bon baptiste très rigoureux. Et le Shah, qui était déjà atteint de cancer, qui ne devait pas boire d'alcool non plus pour des raisons médicales, mais il trinque avec du champagne devant les journalistes le jour du 1er janvier. Ce qui est parfaitement scandaleux pour des Iraniens. Pas seulement pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons culturelles. Le Nouvel An en Iran, c'est le 21 mars. C'est l'équinoxe de printemps. Donc, le Nouvel An du 1er janvier n'existe pas. Donc, non seulement il fête un Nouvel An étranger avec la puissance dominante, qui vient le prendre comme ça, mon cher ami, tu es mon meilleur soutien, mais en plus avec de l'alcool, donc, etc. Donc, le scandale absolu. Et peut-être pour répondre à cette émotion qui a été créée stupidement dans l'opinion iranienne, le 7 janvier, paraît dans un journal du soir à Téhéran un article incendiaire contre Khomeini, 7 janvier 1978. Alors Khomeini, moi j'étais en Iran à l'époque, je peux vous dire que j'en avais entendu parler une ou deux fois. Il y avait un livre de... comment s'appelle-t-il? Il est mort maintenant... qui faisait des livres sur tous les pays de la région. Vincent Monteil avait fait un petit livre dans la collection Petite Planète où, dans une réédition, le premier occidental à avoir mis le nom de Khomeini sur du papier, c'était lui. Hein, et donc, pour expliquer que c'était une résistance religieuse à l'absolutisme du Shah. En Iran, les gens que je connaissais ne savaient pas qui était Khomeini. Ils en avaient vaguement entendu parler, c'est tout. Hein. Depuis 1964, Khomeini avait été oublié, sauf par les mollahs, bien sûr, sauf par les mollahs. Cet article a remis le nom de Khomeini sur le devant de la scène. Le lendemain de la publication, c'était publié le soir, le 7 janvier 1978 au soir. Le lendemain, dans la ville de Qom, le journal arrive, émotion, tous les mollahs viennent dans la rue, et la police réprime, il y a des morts. Et ça, là, tout d'un coup, le traumatisme est là. Et il est autour de motifs de défense du clergé, et notamment de Khomeini, et d'un rituel de deuil qui va maintenant s'instaurer 40 jours après. C'est dans la ville de Tabriz, et ensuite 40 jours après. Donc il y a une sorte de rythme quasi religieux qui se met en place pour résister à la fois contre l'humiliation et les calomnies qui ont été écrites contre Khomeini dans la presse semi-officielle, et pour commémorer les martyrs de la répression dans la ville d'avant. Et tout ça va monter en puissance, avec notamment le Shah qui, pendant un mois, au mois de juin 1978,
le Shah est absent des médias. On voit plus sa photo, on voyait sa photo avant tous les jours, à la une de tous les journaux. C'était obligatoire. On entendait sa voix à la radio, même si c'était des choses enregistrées. Et là, tout d'un coup, plus rien, pendant plusieurs semaines. Et c'est probablement pour des raisons de traitement de sa maladie. Peut-être qu'il était déprimé aussi. En tout cas, tout d'un coup, ce vide politique va créer un appel. Et le Ramadan qui arrive peu après, au mois d'août 78, va être l'occasion d'une mobilisation sans précédent, et notamment d'une immense manifestation pour la fête de la fin du Ramadan, Eid el-Fitr, qui va traverser toute la ville de Téhéran. Et c'est la première fois qu'on a vu un immense cortège de gens qui avaient des bannières sur lesquelles il y avait des photos d'ayatollahs. Peut-être déjà certaines de Khomeini, mais surtout de l'ayatollah Shariat Madari ou des autres ayatollahs. En tout cas, c'est des figures religieuses qui viennent au devant. Il y avait aussi Mossadegh, il y avait Shariati. Bon. Alors, voilà, cette mobilisation, maintenant, va cristalliser autour de la figure de Khomeini, qui va être interviewé à Najaf par, je crois que c'est Éric Rouleau qui est allé l'interviewer, enfin, pour Le Monde, il y a une grande interview. Et puis, il va, comme les radios, la BBC, etc., s'en mêlent, le Shah dit à Saddam, bon, on a un accord signé en 1975 à Alger, il faut m'expulser ce type-là, il n'a plus rien à faire chez toi. Donc, on dit à Khomeini, soit tu te tais, soit tu t'en vas. Il essaye d'aller au Koweït, et finalement, les Koweïtis ne veulent pas de lui, donc il prend l'avion et il va dans un pays dans lequel les Iraniens pouvaient se rendre. Vous n'étiez pas né, donc vous ne savez pas que ça existait, mais les Iraniens venaient en France sans visa à l'époque. Donc Khomeini avait son passeport iranien, il arrive à Roissy et il a un visa de 3 mois, quoi, automatique. Donc il est venu en France et Giscard d'Estaing a demandé au Shah que voulez-vous qu'on en fasse? Est-ce qu'on l'expulse? Et le Shah lui a dit... C'est là que, si vous voulez, l'histoire commence à basculer vers les médias modernes. Le Shah lui a dit, mais non, à Paris, il est foutu. Il n'y a pas de musulmans, il sera écouté par personne. Personne n'en parlera. Dans 15 jours, c'est fini. S'il était allé à Damas, ce serait terrible. Mais à Paris, il est tellement loin. Gardez-le, je vous le laisse. Et même pas... D'abord, il est allé à Cachan, au sud de Paris, chez Banissade, et ensuite à Naufle-le-Château, parce que les habitants de cette petite cette résidence près du métro de Pont-Royal de Cachan, là, ils n'en pouvaient plus, la police filtrait tout, etc. Donc on l'a envoyé à Naufle-le-Château, encore plus éloigné de Paris, un petit bled perdu. Eh ben, le monde entier venait le voir. Et les Iraniens venaient le voir pour faire allégeance. Donc voilà, quelque chose. Je vais faire un petit retour en arrière, parce que dans les années 60, après le départ de Khomeini, après l'exil de Khomeini, il y avait d'autres mouvements qui commençaient à remuer dans la société iranienne, qui comprenaient que toute mobilisation classique, parlementaire etc., était vouée à l'échec parce que la répression, la censure était telle que c'était impossible. Le Parlement était un Parlement de gens nommés par le ministère de l'Intérieur quasiment. Enfin, il n'y avait aucune liberté politique. Donc il y a eu des mouvements d'abord d'extrême gauche, marxistes-léninistes, qui se sont manifestés, les Fedayans et Khalq, les Fedayans du peuple, qui ont fait des attentats assez spectaculaires. Et notamment, en 1971, ils ont réussi pendant plusieurs semaines à tenir un poste de gendarmerie important au nord de l'Iran. Et un autre mouvement concurrent de gens qui avaient finalement à peu près la même idéologie libertaire et le même recours à ce romantisme de guérilla et de libération par les armes, mais qui voulait rester dans le giron de la religion, c'est les Moudjahidines du peuple, qui finalement étaient aussi très marxistes d'inspiration, mais ils n'ont pas voulu quitter, en tout cas dans une première phase, cette référence au Coran et à une idéologie islamiste. Et ils ont été également, et peut-être
plus durement que les fédayans du peuple. Ils ont été durement réprimés. Pendant les grandes fêtes de Persépolis en octobre 71, les Moudjahidines du peuple avaient programmé toute une série d'attentats qui devaient mettre en l'air tout le réseau électrique iranien, etc. Et ils ont été bêtement démantelés parce qu'ils avaient acheté leurs explosifs à des transfuges du parti Toudé qui travaillaient en réalité pour la police. Donc ils ont eu les explosifs, mais avant d'avoir pu les utiliser, ils étaient tous en cabane. Et certains ont été condamnés à mort. Ceux qui ont survécu, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale en leur faveur, et notamment la figure désormais fantomatique et mythique de Massoud Rajavi, dont personne ne sait aujourd'hui de manière sûre s'il est mort ou s'il est encore vivant. C'est sa femme qui a pris la direction du mouvement. Enfin, c'est des choses, des histoires d'appareils politiques complètement fermés qui sont... j'espère qu'un historien pourra démêler la vérité plus tard. Pour vous dire qu'il n'y avait pas que les religieux en turban qui se mobilisaient. Et même, il y avait une autre catégorie de gens qui se mobilisaient avec des thèmes musulmans, des thèmes islamiques, c'est des intellectuels. Alors, parmi ces intellectuels, il y a des gens qui restaient dans la ligne des luttes nationales de 1951-53, de Mossadéristes, comme par exemple Banissat, qui vit toujours, qui est à Versailles aujourd'hui, qui a été une grande figure de la mobilisation et qui a fait venir Khomeini au pouvoir, ne l'oublions pas, qui a été le premier président de la République islamique. Et puis, un grand idéologue de la Révolution et qui a eu une immense influence dans la Révolution, bien qu'il soit né et qu'il soit mort juste avant, il est mort en 77, en juin 77, c'est Ali Shariati, dont les écrits, grâce au président Carter, ont commencé à circuler à partir de l'année 77. Et au moment de la Révolution, en 78, les gens avaient tous lu... ces petits opuscules, souvent publiés sous des pseudonymes, mais au début, quand ils ont été publiés ouvertement, il y avait des queues de plusieurs centaines de mètres devant les librairies pour aller les acheter. C'était incroyable, incroyable. Et donc Shariati a eu une immense influence. Or, ce qui est important de noter, c'est que ni Banissat ni Shariati ne marchaient vraiment avec l'idéologie cléricale de Khomeini. Donc ça, c'est important de savoir que les Moudjahidines du peuple, c'était des gens qui n'avaient pas de turban. Il y avait certains enturbanés qui les soutenaient, mais c'était la minorité. Et il y avait donc des intellectuels islamistes qui ont eu une grande influence dans la mobilisation des intellectuels, des étudiants et même d'une grande partie de la bourgeoisie iranienne, mais qui n'étaient pas en faveur du tout d'un pouvoir clérical, qui pensaient à une sorte de pouvoir tiers-mondiste, plus ou moins contrôlé par des clercs, et en tout cas au nom de l'islam. Ça, c'est vrai que c'était au nom de l'islam. Alors, il y a des nuances très ambiguës qui ont été ensuite complètement étouffées par la prise du pouvoir de Khomeini en février 79. Donc là, nous sommes... je vais vous résumer très rapidement comment s'est passée la révolution. D'abord, à partir de l'automne 78 et de massacres qui ont eu lieu d'une part dans le sud de l'Iran, dans un cinéma. Certains accusent d'ailleurs les islamistes d'avoir eux-mêmes provoqué ce massacre pour créer une émotion dans le pays. Et puis un massacre qui a eu lieu sur une place de Téhéran où la police a tiré sur la foule. Il y a eu plusieurs comme ça, plus que des bavures, disons. Alors que le Shah avait peur de verser le sang et le Shah essayait de retenir la répression. Mais voilà, il y a eu Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une grève générale en Iran, dans tous les secteurs. Du pétrole jusqu'à la distribution, les petits magasins, tout. L'Iran s'est mis en grève pendant plusieurs mois. Et le Shah a d'abord décrété
la loi martiale, et puis il a nommé un militaire qui était d'ailleurs pas du tout à la hauteur comme Premier ministre. Et finalement, le Premier ministre que le Shah a nommé en décembre 1978, c'était un ancien opposant mossadériste, Shapur Barkhar, qui, par opportunisme, a fait un espèce de deal avec le Shah. Il a dit « Je veux bien diriger le pays, mais à une condition, vous partez ». Donc le Shah est parti le 16 janvier 1979, et les journaux qui ont reparu à ce moment-là avaient un immense titre, « Shah Raft », le Shah est parti. C'est-à-dire qu'il y a eu une fête dans les rues de Téhéran, comme la Révolution avait fait oublier qu'il pouvait y avoir des fêtes publiques. Mais là, c'était le soulagement de tout le monde. Et quelques jours après, on a appris que l'aéroport allait rouvrir et que Khomeini pourrait revenir. Donc quand il est revenu, il y a eu un immense titre à nouveau dans les journaux. Imam Ahmad, l'imam est venu. Donc il y a eu une espèce de glissement sémantique. Normalement, pour les chiites du haut-décimain, il n'y a que 12 imams et le 12e est dans l'occultation. Et là, Khomeini était appelé de son titre honorifique que dans le monde arabe, on donne assez volontiers à un personnage religieux. Il était appelé imam, ce qui était d'ailleurs scandaleux pour certains chiites traditionnels en Iran. En tout cas, Imam Ahmad, l'imam est venu et c'était une explosion de joie. Il y a eu 1 million de personnes dans la rue à Téhéran pour accompagner Khomeini de l'aéroport au cimetière où il a fait son grand discours. Je passe sur les détails parce qu'il y aurait beaucoup de choses très intéressantes à dire là-dessus. En tout cas, Khomeini est devenu le véritable chef de l'Iran. Il n'en avait pas le titre, il n'avait aucun titre. Il a fait acclamer par un référendum le 1er avril 1979 le nom de République islamique pour le nouveau régime, ce qui était contesté par beaucoup de gens qui disaient « mais pourquoi pas République populaire islamique ou République démocratique ou République tout court ?» Non, Khomeini a voulu islamique et il a eu 99% de voix pour dans le référendum. Évidemment, il y avait la fièvre révolutionnaire derrière, il était encore très populaire, etc. Et puis, Khomeini a cédé sur un point assez sensible. Il ne voulait pas d'assemblée constituante parce qu'il sentait bien qu'il fallait faire beaucoup de concessions. Et puis, finalement, alors on a dit non, il n'y aura pas d'assemblée constituante, mais on a quand même rassemblé une assemblée d'experts. On l'a appelé l'assemblée des experts. Ils étaient environ 80, élus au suffrage universel par tout le monde, y compris les chrétiens, les juifs, les zoroastriens, etc. Et ils ont rédigé une constitution où il y a certains volets qui reconnaissent le suffrage universel comme source de légitimité du pouvoir, en tout cas du pouvoir législatif du Parlement et du pouvoir exécutif, le président de la République. Les deux sont élus au suffrage universel. Mais on a coiffé cette constitution d'un principe qui était taillé pour Khomeini et qu'il a magnifiquement d'ailleurs exercé jusqu'à sa mort en juin 89, c'était le principe du Velayat Efari. Donc ce que Khomeini avait développé dans son livre An-Najaf au début des années 70, la légitimité, l'autorité du jurisconsulte religieux, c'est devenu le pouvoir qui allait contrôler. Et là, souvenez-vous du supplément à la Constitution de 1907, on disait les ulémas vont contrôler la légitimité islamique des lois votées par le Parlement, chose qui n'a jamais été appliquée dans cette Constitution de 1906-1907. Mais là, au contraire, c'est quelque chose qui est directement appliqué parce que c'est l'homme fort du régime qui va avoir tous les pouvoirs en sa main, y compris celui de nommer les responsables de l'armée, des milices, etc. Donc il a vraiment tous les pouvoirs et il peut censurer les lois votées par le Parlement. Je vais passer... je ne sais pas quelle heure il est. J'ai encore un peu de temps ? Bon,
On a 4 heures encore, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Khomeini a été un grand chef d'État. C'est-à-dire qu'il a eu l'occasion de le manifester, notamment en septembre 1980, quand Saddam Hussein, encouragé par toutes les démocraties du monde et par tous les pays arabes sauf la Syrie, Saddam Hussein a dit à tout le monde ne vous inquiétez pas, en 15 jours, j'en fais mon affaire. Et on lui a dit, mon cher, prenez le pétrole iranien, il est à vous. Donc il y avait une carte irakienne qui montrait que la frontière de l'Irak, en fait, prenait toute la région pétrolifère de l'Iran, le Khouzestan, qui était réappelé à nouveau pour la circonstance Arabistan, un nom que les Iraniens lui avaient donné pendant l'époque Kadjar pour des raisons idéologiques précises, mais qui n'avait rien à voir avec le fait que c'était considéré comme une province purement iranienne. Et encore plus à la fin du XXe siècle, au moment où le pétrole était devenu une denrée si importante. Donc Saddam Hussein faisait une double opération. Il débarrassait le monde de la chienlit islamiste en renversant la République islamique. Et d'autre part, il se prenait pour lui le pétrole. 10 ans après, il a refait la même chose au Koweït. Exactement la même chose. Mais alors là, tout le monde a dit « Ah non, là, t'as pas le droit, hein, là, t'as pas le droit. » Bon. En fait, je crois que le régime de la République islamique doit une fière chandelle à Saddam Hussein. Grâce à cette agression qui a duré... Donc ça a duré 8 ans, cette guerre. Ça n'a pas été la guerre... certains vous disent qu'il y a eu 1 million de morts. Non, non, il n'y a pas eu 1 million de morts. S'il y a eu 350 ou 400 000 morts cumulés des deux côtés, c'est déjà beaucoup. Parce que c'était une guerre de position, surtout. Il y a eu des phases de bombardement de villes, mais qui n'ont pas été très meurtriers. Et il y a eu des vagues humaines, effectivement, que l'Iran a lancées, notamment de jeunes. Quand il n'y avait plus assez de moutons ou d'ânes pour aller passer sur les champs de mines et préparer le passage des tanks, eh ben on envoyait des jeunes avec une clé du paradis. C'est horrible. C'est horrible. Mais enfin, les Iraniens, grâce à ça, ont récupéré leurs terres et ils sont même allés jusqu'en territoire irakien. Ils ont eu la presqu'île de Fao pendant un moment. Et à la fin, c'était devenu ce que les Occidentaux avaient toujours appelé de manière complètement erronée la guerre du Golfe. Mais à la fin, effectivement, les Américains et les Français, notamment, étaient intervenus dans le Golfe Persique pour soutenir l'Irak. Nous, on est intervenus de multiples manières, et notamment en 1983, on a prêté à un pays qui non seulement était en guerre, mais qui avait déclenché la guerre. On lui a prêté 5 super-étendards avec les missiles Exocet qui allaient avec, et avec tout le personnel de maintenance et peut-être les pilotes pour pilonner les forces iraniennes dans le Golfe Persique. Et ailleurs que dans le Golfe Persique, mais c'était surtout air-mer. Et puis pilonner les installations d'exportation du pétrole aussi, qui étaient vitales pour l'Iran. Mais les Américains ont d'abord, suite à un petit incident où les Iraniens, par erreur, ont attaqué une frégate américaine, les Américains, ils ont détruit toute la marine iranienne. Enfin, il y avait plus, les Iraniens ne pouvaient plus intervenir sur le Golfe, sauf en lançant des torpilles pour effrayer les pétroliers. Mais bon, la force iranienne a été neutralisée sur la mer. Et simplement, le 4 juillet 88, un avion civil iranien qui allait des Émirats, je crois, de Dubaï vers Téhéran, a été bombardé en vol par un navire américain. Il y a eu 300 et quelques morts. Bon, là, Khomeini a compris que les Américains étaient capables d'aller très loin pour imposer un cessez-le-feu. Il n'est pas impossible, j'espère qu'un jour une enquête le montrera, que les Américains fêtant la fête nationale le 4 juillet aient été un peu saouls et qu'ils aient tiré sur cet avion pour s'amuser. Tout est possible, même chez les militaires.
En tout cas, suite à cette catastrophe qui a eu lieu, Khomeini a dit, je bois comme un poison en acceptant le cessez-le-feu. Et c'est un cessez-le-feu où il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, retour sur les frontières antérieures et acceptation par l'Irak de la ligne de Talvek pour séparer les deux pays sur le château arabe. Donc finalement, c'est une guerre pour rien. Une guerre pour rien, sauf qu'il y a eu, au point de vue économique, des catastrophes. Et les Iraniens, qui auraient pu arrêter la guerre en 82 quand ils étaient arrivés à récupérer toutes leurs terres et que l'Arabie leur avait proposé des milliards de dollars pour la réparation de tous les dommages subis, les Iraniens ont choisi d'aller jusqu'au bout, avec le slogan « Nous irons jusqu'à Jérusalem », d'aller jusqu'au bout pour une raison de stratégie politique machiavélique qui, à mon avis, était très forte. Grâce à la continuation de la guerre, Khomeini a réprimé et laminé tous les mouvements rivaux politiques qui existaient encore en Iran. D'abord, les nationalistes libéraux, comme Bazargan, etc., tous les mossadéristes attardés, qui portaient une cravate et qui désiraient en finir avec le règne des mollahs. Eh bien, ceux-là, ils ont été laminés. Ensuite, les gauchistes, le Parti communiste, le Parti Toudé, qui avait refait surface pendant la Révolution, et que pour des raisons stratégiques, comme l'Iran était en guerre symbolique contre les Américains, oui, j'ai escamoté l'histoire des otages, mais je vais y revenir dans un instant. Pour des raisons stratégiques, l'Iran ne pouvait pas se mettre directement contre l'Union soviétique, donc on avait laissé le Parti communiste faire un peu de propagande, etc. Mais là, en 83, tout était terminé, et aussi tous les groupes d'opposition, alors les fédayans du peuple, donc les marxistes-léninistes, et surtout les moudjahidines du peuple, qui avaient réussi à recruter dans la jeunesse beaucoup de gens qui qui faisaient des attentats suicides et qui ont beaucoup cristallisé la violence politique autour d'eux et permis à la répression, finalement, de justifier des mesures de répression, de censure, etc., au nom du danger que les moudjahidines faisaient courir. Alors, dans ma grande fresque historique, je l'avais sur mon papier, croyez-moi, mais j'ai oublié de regarder mon papier. 6 mois après la victoire de la Révolution, donc la Révolution, février 79, c'est 12 février 79, 6 mois après à peu près, des étudiants qui s'appellent eux-mêmes les étudiants dans la ligne de l'imam passent au-dessus du mur de l'ambassade américaine à Téhéran et prennent en otage tous les diplomates et tout le personnel qui est là. Ils vont relâcher plus tard les femmes et les non-blancs, c'est-à-dire les noirs principalement, ce qui est une mesure de discrimination épouvantable et injustifiable, mais bon, ils vont le faire. Et par solidarité avec les noirs américains opprimés, etc., bon, évidemment. Et puis, question, est-ce que la République islamique va assumer cet acte de transgression de la Convention de Vienne, une convention que même les États les plus radicaux dans le monde, les États communistes par exemple, l'URSS, la Chine, Cuba, etc., ont toujours au minimum respecté. C'est-à-dire une convention qui donne au personnel diplomatique un minimum d'espace, de souveraineté à l'intérieur des frontières du pays d'accueil. Donc, c'est une question cruciale, parce que les Iraniens ont des délégations ou des ambassades dans beaucoup de pays du monde. Et donc, s'ils ne respectent pas les droits des autres chez eux, chez les autres, ils ne seront pas respectés non plus. Il y a eu du flottement. Le chargé d'affaires américain, Lingen, a été accueilli au ministère des Affaires étrangères où on lui a dit « Monsieur, vous ne bougez plus, vous êtes en danger ». Et il est resté pendant toute la période prisonnier du ministère. C'était une manière trouble de lui assurer sa sécurité et son autonomie. Mais bon, c'était comme ça.
Et puis, on est allé voir Khomeini, on lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Khomeini a dit, laissez-moi tranquille pendant quelques heures, je réfléchis. Et il est sorti ensuite de ce silence en disant, c'est bien, continuez. Donc, est-ce que dans son entourage, on avait piloté cette opération? Je ne pense pas. Il y a des gens probablement qui avaient organisé ça, parce que ce n'est pas tout à fait improvisé. Il y avait d'abord eu un essai quelques mois avant qui avait été neutralisé par les forces iraniennes, par la police iranienne. Mais là, Khomeini a dit on les laisse. Et ça a été l'occasion d'un basculement révolutionnaire à l'échelon international. C'est-à-dire que d'abord en Iran, il y a eu un soutien populaire à cette occupation, soutien qui, au fil des mois, a été moins net. C'est-à-dire des gens comme Bani Sadr, au bout d'un moment, ils disaient maintenant c'est fini, rendons les otages, on a obtenu ce qu'on voulait. Ce qu'ils voulaient au départ, c'est que les Américains qui avaient accueilli le Shah pour une opération au Texas, avec beaucoup de réticence d'ailleurs, que les Américains donnent le Shah pour être jugé aux Iraniens. Et évidemment, cette pression était inacceptable pour les Américains. Déjà, c'était une honte pour les pays occidentaux qui avaient tellement courtisé le Shah quand il était puissant et riche de ne pas l'accueillir chez eux. Mais en plus, le livrer à des gens qui allaient l'exécuter, c'était... Bon, on fait pas ça. On fait quand même pas ça, même quand on s'appelle Carter. Et donc, ils ne l'ont pas livré. Et cette prise d'otage a été la véritable révolution internationale de l'Iran dans un sens très, très fort. D'abord, elle a eu le soutien de beaucoup de mouvements politiques dans le tiers-monde, de gens qui avaient du ressentiment par rapport aux Américains et qui ont compris que les Américains n'étaient pas une puissance absolument invincible. On pouvait les mettre en échec. Et d'autre part, pour les Iraniens, il y avait un slogan dans la Révolution qui était indépendance, liberté, république islamique. Et cette indépendance, c'était un appel très lointain à tous les mouvements de réforme et les mouvements de la Constitution aussi. En 1906-1907, on a fait la Constitution pour résister à l'influence démesurée des Russes et des Britanniques, notamment par le biais des emprunts que le Shah contractait sans aucun contrôle et qui finalement arrivaient à juguler tous les programmes économiques en Iran. Et puis, la révolution nationaliste de Mossadegh, qui s'était terminée par un fiasco en août 1953, avait laissé du ressentiment. Et là, pour la première fois, les Iraniens ont été les maîtres chez eux et ont mis à la porte ceux qui se disaient leurs maîtres. Dites-moi quand même l'heure, parce que je ne voudrais pas... Bon, alors je crois que je vais arrêter. Je pense que c'est une belle péroraison, n'est-ce pas? La vraie révolution, et ça, Khomeini en est directement le responsable, pas parce qu'il a passé par-dessus la barrière de l'ambassade, mais parce qu'il a appuyé ce mouvement. Eh bien, c'était cette prise d'otage qui a été, à mon avis, un acte révolutionnaire. Le dernier de Khomeini, ça a été de décréter la fatwa contre Salman Rushdie quelques mois avant sa mort. C'était en janvier ou février 89. Fatwa qui, pour nous, est perçue comme quelque chose d'absolument inacceptable et horrible. Évidemment, c'est contre tous les principes de nos démocraties. Mais dans les pays musulmans pauvres, dans les populations aigries contre l'Occident, il disait, enfin, il y a un religieux qui ose, qui a quelque chose dans son pantalon, et qui ose dire les choses. On n'a pas le droit d'insulter l'islam. Voilà. Donc c'était contre le roman Les versets sataniques. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci infiniment, c'était lumineux et passionnant. On est parti de 1501 jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est passé. Donc on va passer à quelques questions. Alors moi j'en ai 2 ou 3, mais je les réserve peut-être si... Enfin j'évoque
Juste une question, mais qui n'en est pas une, parce que je voudrais laisser la parole à la salle. Mais quand vous évoquez la guerre entre l'Irak et l'Iran, il y a eu aussi l'utilisation d'armes chimiques. Et ma question, qu'on va laisser de côté, mais mon interrogation, c'est est-ce qu'il y a un lien entre cette période et le fait que le régime, à ce moment-là, a décidé de se doter, non pas de l'arme nucléaire, mais en tout cas de relancer le nucléaire, ce qui nous a conduit ensuite à des années de négociations. Peut-être qu'on évoquera cette question tout à l'heure, si vous voulez. Je vous remercie. Je peux tout de suite répondre. Alors, les armes chimiques, l'Irak en a utilisé, très certainement, contre l'Iran, de manière larvée, et ensuite contre sa propre population, ce qui est Halabja, en 88, par exemple. Halabja, qui a été une catastrophe. Nos ONG et nos médecins du monde et Kouchner et autres ont mis très longtemps à s'en rendre compte. Halabja, c'est les Iraniens qui ont recueilli les premiers blessés, qui les ont envoyés en Europe pour se faire soigner, et c'est les Iraniens qui ont montré les photos des massacres. Et la presse chez nous a mis très longtemps à reconnaître la réalité, parce que nous étions derrière Saddam Hussein, et c'était pour nous impossible. Comment notre allié? Mais c'est celui qui défend les valeurs qui sont les nôtres. Voilà. On s'est rendu compte 10 ans après, quand il a attaqué le Koweït, qu'on avait laissé faire n'importe quoi à un truand. Bon. Alors le nucléaire, oui, vous avez tout à fait raison. Le Shah avait d'abord commencé une politique d'équipement nucléaire sous une couverture civile, et tout le monde savait très bien à l'époque, y compris les Français et les Allemands qui avaient signé ces contrats, que la véritable utilisation que le Shah voulait en faire, c'était pour avoir de l'uranium pour un armement nucléaire. Et personne ne disait rien. Moi, je me souviens d'un diplomate qui était en poste à Téhéran, à qui je demandais, juste avant la Révolution, je ne sais pas si je dis son nom, je ne veux pas dénoncer ce cher homme, mais je lui demandais comment pouvez-vous justifier que l'Iran dépense autant d'argent pour une technologie dangereuse, qui est polluante, etc., qu'on ne maîtrise pas très bien nous-mêmes, et dont ils n'ont pas besoin. Ils ont du pétrole et du gaz pour encore plusieurs siècles pour eux-mêmes, s'ils veulent. Et il m'avait dit, Richard, si vous saviez le nombre de gens en France qui vivent grâce à cette exportation nucléaire, vous fermeriez votre gueule. C'était la réponse logique et intellectuelle de notre diplomate. Mais ce programme nucléaire a été stoppé en janvier 79 par Chapour Bakhtiar. C'était bien avant la victoire de la Révolution, donc. Bakhtiar, qui était à mi-chemin entre celui qui avait été contre le Shah pendant 20 ans ou 25 ans et celui qui était devenu le premier ministre du Shah fictif, puisqu'il n'a jamais vraiment exercé de pouvoir. Mais c'est lui qui, devant la télévision, je m'en souviens, a dit qu'il arrêtait tout le programme nucléaire. Les Iraniens le dénonçaient comme étant quelque chose de coûteux et d'inutile. La République islamique a appuyé cette mesure. C'est-à-dire qu'ils ont dit on n'a pas besoin de nucléaire et donc on arrête tout ça. Et puis dans la guerre, il y a eu cette réflexion, le monde entier est contre nous. Qu'est-ce qui pourrait arrêter une agression à nouveau si nous sommes dans une situation semblable? Ce serait le fait d'avoir une dissuasion nucléaire, d'être un pays du seuil comme le Japon, qui n'a pas d'armes nucléaires, il n'a pas d'armes de destruction massive, mais le Japon a toujours dit aux Chinois, si vous nous chatouillez, en 3 mois ou 6 mois, nous avons non seulement les ogives nucléaires, mais tout ce qu'il faut pour vous les envoyer dans vos grands centres urbains. Donc c'est vrai qu'on réfléchit à 2 fois quand on est dans un pays comme ça. Mais en tout cas, les Iraniens, pendant la guerre, ont fait cette réflexion. C'est pour ça que le programme a été tenu secret et la couverture civile qui a été reprise après comme justification, et c'est un leurre, c'est évident, même si leur centrale de Boucher tourne aujourd'hui et qu'ils sont en train d'en faire une deuxième à côté, c'est un rideau de fumée pour cacher la vérité. Il est vrai que dans la négociation, nous
on a toujours voulu occulter le fait qu'on a aidé les Israéliens à s'équiper en armes nucléaires et on a fermé les yeux devant l'Inde et le Pakistan, ces 3 pays qui sont tous les 3 en guerre depuis leur fondation, tous les 3. N'ont jamais signé le traité de non-prolifération. Voilà l'hypocrisie où on en est. Alors que les Iraniens ont signé le traité bien avant nous. 70. Voilà, bien avant nous. Nous, on a signé, on a ratifié très très tard. 92. Voilà, et donc, voilà, on en est. Excusez-moi. Non, c'est important. Je voulais avoir votre avis sur cette... parce que c'est très important par rapport à l'actualité, puisqu'il y a eu un accord en juillet 2015 sur ce sujet, 14 juillet 2015. Avec en plus une déclaration du président Hollande, rien que ça c'est pour la petite histoire, qui dit qu'il était très content de cet accord. Comme ça évitait aux Saoudiens et aux Israéliens de se doter de l'arme nucléaire. C'était quand même quelque chose d'assez... Non mais je veux dire, c'est quand même énorme. Et les journalistes qui étaient là, à ce fameux entretien du 14 juillet justement, n'ont pas dit, mais monsieur le président, savez-vous que l'Israël est une puissance nucléaire depuis 30 ans, quoi. Voilà, bon. Grâce à nous en plus, Dimona et tout ça. Bon... Pardonnez-moi d'avoir posé cette question et donc d'avoir pris un peu sur votre... Mais j'avais vraiment envie de la poser à Yann Richard. Bon, à vous la parole. Nous avons un petit moment, 20 minutes, parce qu'après on recommence à 2h moins le quart, comme vous le savez. Je vous en prie. Qui démarre? Je vous en prie, allez-y. Merci infiniment pour votre exposé très dense. Et je voulais vous demander, les élections commencent, les débats pour le renouvellement de la présidence de la République en Iran commencent. Et on a l'impression que tout mouvement démocratique est étouffé par la frange du clergé réactionnaire. Est-ce que nous ne sommes pas en Iran dans une situation absorbante? On ne peut pas s'en sortir. Vous parlez par des euphémismes, cher ami. L'Iran est une monarchie absolue actuellement et il n'y a pas de liberté, ni politique ni autre. Mais il y a un pouvoir exécutif qui effectivement a une apparence. D'abord, il est élu. C'est un pouvoir qui est sympathique. Le président Rouhani, il est sympathique. Il a négocié, alors qu'en Iran même, ça ne faisait pas l'unanimité. Il a négocié avec les Occidentaux. Et globalement, pour les Iraniens, ça va quand même mieux que du temps d'Ahmadinejad. Donc, il ne faut pas qu'ils se plaignent trop. Mais le pouvoir n'est pas dans les mains de Rouhani. Je ne pense pas que Raïssi soit élu, parce qu'on agite comme ça des gens, mais Khamenei, tant qu'il est en vie, a besoin d'un président d'apparence libérale pour faire des sourires aux Occidentaux. Et pour essayer de faire tourner un peu l'économie, pour que tout ne parte pas à l'étranger. Donc Khamenei, à mon avis, utilise ça. Mais c'est évident qu'il n'y a pas de véritable liberté politique en Iran. Si c'est ça que vous vouliez me faire dire, je le dis. Pour la petite histoire, j'ai fait l'apologie de l'Iran, je suis en empathie avec l'Iran, mais depuis 12 ans, je n'ai pas de visa pour aller en Iran. Voilà. Ça me donne plus de liberté pour en parler. Dans quelle mesure la doctrine de Khomeini est redevable de la pensée des frères musulmans et de Saïd Qutb? On a dit qu'il avait traduit et introduit les écrits de Saïd Qutb en Iran. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une erreur. Il y a eu des traductions de Saïd Qutb en Iran, de Maudoudi aussi. Il y a des influences dans tout le monde musulman de ce courant islamiste, salafiste. Il y a eu même en Iran, dans les années 1930, un mouvement intellectuel quasiment wahhabite, enfin, très proche du wahhabisme au point de vue du réformisme, la lutte contre les dérives du chiisme, les superstitions chiites, etc. Et je vous ai tout à l'heure dit que Jamal ad-Din Assadabadi, ou Afghani, avait été, avec Rachid Reza et Abdou, un des pionniers du panislamisme. Donc les frères musulmans sont nés en Égypte dans le sillage de ce panislamisme et ce retour au dogme, au salaf, aux ancêtres de la foi, etc. Il y a eu aussi, autour du mouvement palestinien, à partir des années 50,
une attention des Iraniens vers les mouvements islamistes arabes. Et il y avait un mouvement en Iran qui s'appelait les Fedayeen Islam, qui s'est formé pendant la guerre en Iran et qui avait des formes d'action un peu semblables à celles des frères musulmans. Mais n'oubliez pas que les frères musulmans sont des sunnites très rigoureux et rigoristes et anti-chiites, et que les radicaux iraniens, et notamment dans le clergé iranien, ne veulent absolument pas entendre parler de cette sunnitisation de l'islam. Donc il y a des limites dans le dialogue interreligieux à l'intérieur de l'islam, et même s'il y a des contacts, les écrits de Sayyid Qutb ont circulé en Iran, probablement, c'est pas Khomeini qui les a traduits, hein, certainement pas, mais non, il n'y a pas d'influence des frères musulmans en Iran. Je pense la conscience que des mouvements islamistes existent ailleurs qu'en Iran, mais il y a des tas d'ambiguïtés des mouvements islamistes un peu partout, et avec des idéologies derrière qui sont quelquefois antagonistes. Et en tout cas, l'idéologie cléricale et très chiite qui est derrière le khoménisme en Iran est inacceptable pour beaucoup de sunnites. Et un des aspects de l'antisionisme iranien aujourd'hui, et notamment des déclarations intempestives du président Ahmadinejad pendant ses 8 ans de présidence, ses provocations antisionistes, etc. Un des aspects, c'est que les Iraniens, pour se démarquer justement de ce qui les met au banc de la communauté musulmane, que les wahhabites, les saoudiens, etc., rejettent et condamnent et dénoncent, pour se démarquer de ça, ils remettent la sauce dans la lutte palestinienne contre Israël. Et ils ont été à la tête du front du refus, y compris à la fin du mandat de Bush Jr., de George W. Bush. Bush avait fait une conférence dont il avait dit que c'était la conférence qui allait régler le problème palestinien. Bon, hélas, n'a rien réglé du tout, à Annapolis. Et dans cette conférence, il avait réussi à faire venir des délégations de quasiment tous les pays musulmans, en tout cas tous les pays de la région, tous les pays arabes, la Turquie et peut-être même d'Afghanistan, d'Inde, etc. Il n'y a qu'un pays, la Syrie même avait envoyé une délégation, il n'y a qu'un pays qui a refusé, net, c'est l'Iran. Alors qu'ils étaient invités, même si c'était en territoire américain. Ils auraient pu participer à cette conférence. Ils ont refusé. Et qui a eu raison de refuser? Excusez-moi, mais finalement, c'est ceux qui sont allés à l'extrême de la position de soutien au Hamas et de soutien à la cause palestinienne. Donc, vous voyez l'ambiguïté. Le thème de la lutte palestinienne fédère un peu tout le monde, mais en réalité, il n'y a pas de réel contact. Alors, je vais vous donner un autre signe, mais qu'on peut interpréter de diverses manières. En 82, à Hama, Hafez al-Assad a fait une répression épouvantable contre une révolte des frères musulmans syriens. D'après les chiffres, je crois que c'est Libération à l'époque, qui était le seul journal, à ma connaissance, qui avait fait un reportage très proche des événements. Il disait, en quelques jours, 20 000 morts. On a écrasé une ville avec des tanks, avec l'armée, avec l'aviation, je veux dire, avec tout ce qu'on pouvait. Personne n'a bronché dans les pays occidentaux. Personne n'a rien. Ils faisaient le mauvais boulot. On ne veut pas de ces salauds, c'est les frères musulmans, toc. Est-ce que l'Iran, qui était à l'époque en guerre contre l'Irak et qui avait besoin du soutien de la Syrie et de cette passerelle vers le monde musulman qu'était la Syrie, est-ce que l'Iran a protesté? Rien. Pas une ligne dans les journaux iraniens à l'époque. On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Tout le monde savait. Mais on ferme les yeux. C'est comme à l'Abja. On ne veut pas le savoir. 20 000 morts en quelques jours. Je me souviens les chiffres qu'on donnait au début, depuis 2011, sur la rébellion en Syrie. Il y a eu 5 000 morts, il y a eu 10 000 morts depuis 3 mois, depuis 6 mois, dans toute la Syrie. Mais là, 20 000 morts dans une ville, par l'armée du pays. Personne n'a rien dit.
Mais où ils sont, les humanistes? Et à l'époque, c'est Michel Seurat qui rapporte ça, le frère de Hafez el-Assad, Rifat el-Assad, écrit dans la presse que face à ce danger de la montée des frères musulmans et des islamistes, la révolution est en danger, donc la révolution est en danger, et s'il faut faire 1 million de martyrs, nous le ferons. Et aujourd'hui, en Syrie, on est à combien? 300 000? Je ne sais pas. Enfin, oui, non, mais il faut voir un peu la mentalité. Quand il écrivait 1 million de martyrs, il était capable d'aller. Ce régime totalitaire est capable d'aller très loin dans cette barbarie. Voilà. Bon, je vous en prie, allez-y, Didier. Bonjour, merci aussi. C'est magnifique. La question, en fait, c'est celle du poids relatif entre l'opposition religieuse et l'opposition laïque au Shah au moment de la Révolution. Tel que vous le décrivez, vous avez indiqué ensuite qu'il y a eu une répression, donc grâce à la guerre, quelque part, en fait, qui a permis de faire cette répression contre l'opposition. Je ne sais pas s'il faut l'appeler laïque, le mot est probablement inapproprié. Ma question, c'était donc quelle est la situation en 78 et quelle est la situation en 51 au moment de Mossadegh? C'est-à-dire, inversement, quel est le poids de l'opposition religieuse au Shah en 51? Bon, on est un peu loin du sujet, hein, mais je vais quand même répondre parce que je me suis intéressé justement à cette question. En 51, Mossadegh était soutenu par un grand ayatollah qui s'appelait Kashani, qui était né en Irak, qui avait quitté l'Irak en 1920 au moment de la révolte des chiites contre les Britanniques, et qui avait soutenu Reza Shah au début. C'est très paradoxal, mais voilà. Et qui s'était retrouvé, après, il avait été amèrement déçu par Reza Shah, bien sûr, et pendant la guerre, Kashani et certains de ses proches s'étaient retrouvés, disons, faire de la propagande pro-nazie en Iran contre les Anglais. Et il avait été même exilé à un moment en Palestine. Et puis, il avait une grande aura, justement parce qu'il avait été exilé par le Shah en 1947 ou 48. Et parce qu'il tenait un discours... Alors lui, il avait quelques contacts avec les frères musulmans en Palestine. C'est pas impossible. Mais il est revenu et il a pris la tête de tout un mouvement de nationalistes religieux, c'est-à-dire des gens qui se réclamaient comme sous une étiquette effectivement de croyants et de gens qui étaient pratiquants de l'islam, comme Bazargan lui-même, hein, et qui soutenaient Mossadegh. Il a soutenu Mossadegh jusqu'à un point très crucial du gouvernement de Mossadegh. En juillet 1952, le Parlement devait être renouvelé. Le nouveau Parlement a fait encore plus confiance à Mossadegh et Mossadegh a présenté sa démission légale au Shah, qu'il a renommé. Mais Mossadegh a dit, attention, cette fois, je veux nommer moi-même le ministre de la guerre. On ne disait pas la défense, on disait la guerre à l'époque. Je nomme moi-même le ministre de la guerre. Le Shah avait dit, non, je ne veux pas, c'est une prérogative du souverain. Alors Mossadegh a dit, dans ce cas-là, je démissionne, je ne refais pas de gouvernement. Et le Shah avait nommé un autre Premier ministre, et il y a eu une mobilisation populaire orchestrée par l'ayatollah Kashani. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les religieux pouvaient mobiliser les foules. Et c'est un des arguments qu'on a soulevé ensuite contre Mossadegh, parce que Mossadegh, dont revient au pouvoir, dispose du ministère de la guerre, que le Shah a dû abandonner, et... Kashani vient le voir et lui dit « Mais attention, c'est grâce à moi que tu es revenu. Maintenant, je vais te dire qui il faut nommer comme ministre. » Et Kashani lui a dit « Écoute, si tu veux faire ça, moi je m'en vais. C'est toi qui prends le pouvoir. » Donc, il lui a dit « Moi, je suis là pour nationaliser le pétrole. Après, tu feras ce que tu voudras. Pour l'instant, on ne fait pas d'islamisation. » Et donc, Kashani, la mort dans l'âme, est resté dans ses mosquées. Et les Américains en ont profité et ils ont soulevé tous les proches de Kashani et Kashani lui-même contre Mossadegh. Donc ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, surtout à partir de février 1953,
pour attiser la querelle qu'il y avait entre Mossadegh et Kashani. Donc, alors même qu'ils avaient été alliés quelques mois avant. Donc vous soulevez un point très important. Et au moment de la chute de Mossadegh, Kashani lui-même va avoir une attitude très ambiguë. Il y a un journaliste palestinien, Nachachebi, qui vient et qui l'interviewe. Et Kashani lui dit Mossadegh était arrêté, il était en prison. Finalement, il a été condamné à une peine de prison. Mais Kashani, à ce moment-là, dit il faut l'exécuter, c'est un traître. Et c'est celui qui est le plus radical contre Mossadegh. Mais il se rend compte qu'il a fait une grave erreur et il va frapper à la porte des gens comme Bazargan ou comme l'Ayatollah Talerani, qui étaient restés dans cette opposition demi-teinte, à la fois islamique et nationaliste. Mais les gens vont lui dire Kashani, on ne veut plus de toi. Donc il y a eu une cassure, effectivement, entre les nationalistes et les religieux à ce moment-là. C'est très compliqué à analyser. D'autant plus qu'au moment de la Révolution, il y a eu cette rivalité entre les gens qui avaient une cravate et qui parlaient français ou anglais et les religieux. Et moi, je me souviens des gens que je côtoyais, c'était surtout des gens qui avaient une cravate, excusez-moi, bon, j'étais déjà marqué. Et ils me disaient, mais bon, Khomeini va revenir, il va aller à Rome, il va aller dans les mosquées, et nous, c'est évident, on va prendre le pouvoir. C'est à nous. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Voilà. Ils avaient cette imagination. Et le point crucial, c'était quand Bani Sadr a été révoqué par Khomeini, donc c'est un peu plus d'un an après son élection, Bani Sadr est passé à l'opposition à son propre gouvernement. C'était quelque chose d'absolument surréaliste. Et il n'utilisait même pas son pouvoir de présider lui-même le Conseil des ministres, parce que tout le monde était contre lui au Conseil des ministres. Donc il n'y allait plus. Et il a été révoqué par une procédure tout à fait légale. Et Khomeini lui-même a pris la tête de ça. Et Bazargan, donc, qui avait été le premier ministre de Khomeini après la Révolution, a pris la défense de Bani Sadr. Bazargan publiait un journal à l'époque qui s'appelait Mizan, et il a ouvertement défendu Bani Sadr. Et un jour, Bazargan a appelé à une manifestation pour soutenir Bani Sadr. Khomeini a immédiatement fait une intervention à la radio en disant tous ceux qui se réclament du nationalisme sont des impies, sont des hérétiques. Le nationalisme est contre l'islam. Il y a eu une immense manifestation et quelques nationalistes en cravate étaient sur le trottoir pour regarder passer les manifestants. Et ce jour-là, Khomeini a gagné. Je vous signale que dans ce livre historique dont j'ai amené un exemplaire ici, sur lequel je ne gagne pas grand-chose, rassurez-vous, mais je reprends un peu tout ça. Donc ce livre qui a été cité dans le texte d'introduction. Où est-ce que j'ai mis mon exemplaire ? Voilà, c'est une petite couverture, ça vaut 11 €. Ça les vaut, à mon avis. On est persuadé. J'espère qu'on va en commander une centaine aussi pour... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On prend encore 5 minutes avant de... Pendant que vous réfléchissez, si vous avez une autre question, moi j'en ai une. Dans tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas propre aux périodes que vous évoquez, ni au pays, moi ce qui est quand même frappant, pour ces hommes en cravate, mais pour beaucoup d'autres, et c'est vrai aussi je ne sais pas, en Palestine, c'est vrai en France aujourd'hui, l'aveuglement. Le chat n'a rien vu venir. Vos bons hommes en cravate, ils n'ont rien vu venir. Alors comment est-ce qu'on explique cette espèce de rupture, de vision d'une situation politique, d'appréhension Vous avez des hypothèses là-dessus ? Oui. Bon, il y a beaucoup de politologues qui se sont penchés là-dessus, parce qu'effectivement, c'est très troublant. Alors d'abord, de la part des Américains, ils avaient formé la police politique iranienne, la SAVAK, avec d'ailleurs des éléments du Mossad qui lui-même se formait à ce moment-là en Israël. Donc ils se disaient, on a une très bonne police politique qui encadre partout, qui a des espions partout, des antennes partout. On ne va pas les doubler. On va écouter ce qu'ils nous disent. Et puis il y a un autre phénomène qui a été très bien décrit par un sociologue iranien qui est mort maintenant, Ehsan Narari, qui avait fait un article dans Esprit à l'époque, quelques années après la Révolution. Et c'est lui qui a fait ce très beau livre, ce témoignage, quand il a été en prison
dans des palais du Shah aux prisons de la Révolution. C'est un très beau livre que je vous conseille de lire pour comprendre ce qu'est devenu la République islamique. Et donc, il disait, un pays qui a une police politique aussi répressive ne peut pas être informé réellement, parce que le Shah n'acceptait pas qu'on lui dise qu'il n'était pas populaire. Aucun des rapports de la SAVAK ne pouvait faire état au souverain de ce qu'il avait perdu pied avec son opinion. C'était impossible. On lui disait, il y a des opposants ici, alors il disait réprimés, mais on ne pouvait pas lui dire, le petit peuple est contre vous. Ça n'existait pas. Je me souviens d'un diplomate, un grand diplomate du Shah, qui est d'ailleurs resté sous la République islamique, qui n'avait rien à se reprocher, et il me racontait que peu de temps avant la Révolution, il était allé à un mausolée au sud de Téhéran, à Shah Abdolazim, où étaient enterrés ses propres parents. Donc il y allait par dévotion filiale, et il y allait très tôt le matin avant les embouteillages pour échapper à ces horribles embouteillages de Téhéran. Donc il est allé vers 5 heures du matin. Son chauffeur devait avoir des primes pour ça. Et puis il disait, j'étais très surpris. Dans ce mausolée où c'était tout sombre, je priais sur la tombe de mes parents, j'entends un murmure. Je me penche pour savoir ce que c'est. Marc Barcha, mort au Shah. Il disait, j'ai compris. Lui, il écoutait le murmure. Lui, il a compris. Le Shah ne pouvait pas entendre ce murmure. Il était sourd, complètement sourd. Il pensait qu'il était le plus aimé de tous les souverains de l'histoire de l'Iran. Il y a des aveuglements comme ça. Oui, ils sont fréquents. Une dernière question ? Non, je nomme personne. Mais on pense à plein de gens. Il y a d'autres questions ? Alors, il y a autre chose, si vous voulez, c'est que il n'y a pas de contre-pouvoir dans ces pays. C'est-à-dire que la presse n'est pas autonome, n'est pas indépendante. Et on ne peut pas construire même une information valide sur un terrain où le populisme exige que tout aille dans la même direction. C'est pas possible. Et je crois qu'il faut saluer ce qui reste dans nos démocraties occidentales de pluralisme et de débat et d'espace de contre-pouvoir. La presse perd pied, malheureusement, sous les butées de l'Internet, mais les coups de boutoir de l'Internet, mais il y a encore des îlots de résistance. Mais ce qui n'empêche pas que l'aveuglement perdure dans bien des situations, même dans les systèmes pluralistes. C'est-à-dire que c'est un problème d'une très grande complexité. Bon, il n'y a pas d'autres questions ? Alors si, une dernière question, allez-y, puis après on conclut, parce qu'il faut que... Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du massacre de Hama, et puis vous avez aussi évoqué ces statistiques macabres avec 5 chiffres, et ça passe comme ça. N'oublions pas que le rite malikite donne pouvoir à ceux qui détiennent le pouvoir, je cite, d'éliminer le tiers de la population que ces détenteurs jugent dangereuses ou pourries, enfin les branches pourries. Oui, non mais ça a été cité par quelqu'un que je ne citerai pas aujourd'hui en public. Ben, c'est horrible, c'est horrible. Voilà. Merci. Bien. Bah, écoutez, merci infiniment Yann Richard, c'était passionnant.